C'est tout le problème, c'est que quand on a tous fait l'expérience, quand un appareil ne fonctionne pas, comme un peu notre planète, il y avait des bulles financières, des inégalités un petit peu grandissantes, etc. On appuie sur le bouton reset pour que ça redémarre. Donc c'est peut-être l'occasion, effectivement, ce Covid-19. Le danger, c'est que quand on appuie sur reset, des fois l'appareil fonctionne bien ou mieux, puis des fois c'est pire qu'avant. Donc c'est effectivement le vrai danger, parce que vous l'avez dit, on a une récession historique. Je rappelle les chiffres pour la France, par exemple, moins 19% de baisse du PIB, donc de la richesse qu'on crée en France sur le premier semestre, c'est bien sûr du jamais vu. Et même si on a un redémarrage, je fais des simulations dans le livre, il faut savoir qu'on retrouvera le niveau du PIB français, donc d'avant-crise, donc de 2019, on le retrouvera dans le meilleur des cas entre 2023 et 2025. Et 2030 même, selon les plus pessimistes. Exactement, c'est-à-dire que si on fait une hypothèse, on va dire, plus réaliste ou plus pessimiste, ça dépend, là on peut attendre même 2030. Donc c'est là la vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il faut profiter justement de cette crise pour prendre les bonnes mesures, ne pas rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Un exemple simple, la Chine. Le virus vient de Chine. C'est clair que si la Chine avait été une démocratie avec la liberté de la presse, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, peut-être qu'on aurait su dès le début que c'était grave et qu'il fallait peut-être prendre des mesures adéquates. Eh bien, globalement, aujourd'hui, on ne va pas punir la Chine. Certains disent qu'il faut faire payer la Chine, mais au moins leur imposer des règles. On veut bien continuer à commercer avec eux. C'est devenu l'usine du monde. D'ailleurs, peut-être un petit peu trop. On est trop dépendant on va y revenir, de la Chine. Mais peut-être leur imposer des mesures d'un point de vue, je dirais, des règles sanitaires, des règles démocratiques. Et à ce moment-là, on pourra justement avoir une meilleure mondialisation, puisqu'aujourd'hui, elle est un petit peu débridée, sans mauvais jeu de mots, et donc un petit peu dangereuse. Alors ça, ce serait dans un monde idéal, celui de Marc Toiti, 2025 pour une reprise. Vous l'avez dit, le produit intérieur brut de la France, moins 19% en glissement annuel, donc par rapport à la même période de l'année dernière. 55 jours de confinement qui ont projeté le pays 18 ans en arrière, dites-vous. Alors, Jean Castex, le Premier ministre, a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont au moins un quart ira aux PME, TPE. Est-ce que cela pourrait suffire justement pour relancer le moteur de l'économie en France? Voilà, c'est tout le problème, c'est que 100 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais c'est à peu près 4% du PIB. Vous l'avez dit, là, on a fait moins 19%. 4%, donc de relance, c'est bien, mais c'est malheureusement un petit peu insuffisant, sachant qu'on a déjà donné beaucoup. Vous savez que l'État français a été le plus généreux du monde pendant le confinement, en termes de salaire notamment, et malheureusement, comme on ne pouvait pas consommer, eh bien l'épargne des Français a gonflé de 100 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on dit aux Français, allez-y, consommez. Le problème, c'est que là, on est dans la deuxième vague, non pas du virus, mais la deuxième vague économique, c'est-à-dire les vraies conséquences d'un point de vue des faillites d'entreprise, du chômage. Donc, ça veut dire que les ménages, ils gonflent leur épargne de précaution, et donc n'ont pas forcément intérêt à consommer davantage. Donc c'est ça qui est très dangereux. Il fallait garder un peu plus de cartouches pour justement le redémarrage. Et moi, ce qui me déplaît un peu dans ce plan de relance, il va dans le bon sens. Qui s'inscrit d'ailleurs dans le plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Tout à fait. Il y a 40 milliards qui vient effectivement de l'Europe. Moi, ce qui me gêne, même au niveau d'ailleurs européen, j'ai un chapitre également sur ça dans le livre, c'est que c'est un petit peu la valse des milliards et il n'y a pas vraiment de stratégie. Vous voyez, quand on prend historiquement, quand il y a eu le krach de 29, par exemple, il y a eu le New Deal de Roosevelt aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall. On avait une stratégie, notamment sur l'investissement, sur l'innovation, sur le social également. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dit... Vous critiquez pas mal la planche à billets des banques centrales sans forcément créer de richesse. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est justement, c'est le reset qui tourne mal. C'est-à-dire, en fait, on fait exactement comme avant, les mêmes erreurs qu'avant. Globalement, on a une planche à billets qui est pléthorique, que ce soit aux États-Unis, en France, au Japon, en Europe, un peu partout. Et globalement, c'est surtout fait pour alimenter la bulle boursière, mais ça ne va pas concrètement dans l'économie. Donc ça qui est très dangereux, là aussi. Avec le risque d'inflation également qui va avec. Tout à fait. Je voulais voir avec vous, parce que vous avez aussi un chapitre sur les pays émergents en danger, notamment sur les pays du continent africain. Qu'ont-ils à craindre de cette décroissance mondiale? Malheureusement, avec l'Europe, j'ai envie de dire, c'est les pays les plus en danger, puisque, alors c'est vrai qu'on a un risque maintenant de ce qu'on appelle la démondialisation, ce qui c'est très dangereux, parce que faut oublier que bien sûr, il y a des scories, il y a des avantages dans la mondialisation, mais ça a permis justement, notamment aux pays émergents, de se développer. Je vous donne un chiffre très simple. En 1980, il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, c'est-à-dire $1 par jour à l'époque. Aujourd'hui, ce seuil de pauvreté extrême est à peu près à 1,9 $ par jour, mais combien de personnes vivent en dessous de ce seuil? Seulement 8,5% de l'humanité. Vous voyez, on part de 50% à 8,5%. Tout ça grâce à une croissance forte, grâce à la mondialisation. Le danger de ce reset aussi, c'est que malheureusement, les pays émergents vont particulièrement souffrir, et notamment les pays africains qui, justement, dans ces 8,5%, près de 90% sont en Afrique. Donc c'est là où l'Afrique, elle doit avoir son heure, entre guillemets. C'est-à-dire elle doit pouvoir profiter d'une croissance plus forte. Et donc si effectivement on arrête
je dirais, les mouvements internationaux, de flux de capitaux, de flux commerciaux, etc. C'est pas la Chine qui va vraiment pâtir, c'est les pays justement qui ont besoin de se développer, et notamment effectivement l'Afrique. Je parle également de la décroissance, qui pour moi n'est pas du tout effectivement la solution. Il faut effectivement de la croissance plus propre, bien sûr, mais sur, bien entendu, de l'innovation qui favoriserait également les pays émergents. Alors, beaucoup d'optimisme et de pessimisme dans ce livre. On espère inverser la vapeur. J'ai envie de réalisme. Et de réalisme, voilà. On retient ce important. chiffre, 2025, on espère, pour pouvoir récupérer une situation antérieure. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'avoir été avec nous.